Bonsoir, je suis Ben Manson Toussaint et je vais vous présenter en partie aujourd'hui un petit peu mon travail de thèse, en fait ce que j'ai présenté dans ma soutenance de thèse et tout ce que j'ai fait, plus ou moins quelques recherches, quelques travaux de recherche menés tout au long de ces 4 dernières années. J'ai fait cette thèse dans le cadre, en fait, en co-direction entre l'ESI et l'Université Joseph Fourier au sein du laboratoire d'informatique de Grenoble, financée durant les 3 premières années par l'Agence universitaire de la francophonie. Et alors, système tutoriel intelligent, je vais d'abord vous parler de ce que c'est, je vais d'abord faire une introduction sur ce que c'est. Et je vais aussi vous parler de son application à la chirurgie et les différentes difficultés qu'il y a avec ce type de domaine, notamment dédié à des domaines impliquant des connaissances complexes. Ensuite, je vous présenterai les différents résultats, les différentes expérimentations conduites dans ce cadre-là. Mais tout d'abord, je voulais faire un lien entre le travail entre la présentation de M. Prepty et ce qu'on fait ici. M. Prepty a parlé tout à l'heure de pouvoir agir avant, pendant et après les catastrophes, pas vrai? Et en fait, pour agir pendant et après, pendant la période de crise, il faut être préparé et les systèmes tutoriels intelligents permettent, et les environnements informatiques pour l'apprentissage humain de manière générale, permettent de simuler ce type d'événements, éventuellement. Par exemple, de préparer des étudiants par la simulation ou la réalité virtuelle, la réalité augmentée, permettent de former des professionnels à pouvoir réagir en cas de crise. Et les systèmes tutoriels intelligents servent en fait à offrir à des apprenants la possibilité d'utiliser, la possibilité d'apprendre sans d'éventuelles contraintes liées aux méthodes et aux méthodologies traditionnelles d'apprentissage et d'enseignement. Alors, tout d'abord, c'est quoi un système tutoriel intelligent? C'est tout simplement un logiciel informatique qui présente des caractéristiques spécifiques. Donc, c'est un système tutoriel intelligent de base, il y en a de plus complexes, présente les différents modules suivants. Il y a un module de communication qui a une interface à travers laquelle le contenu pédagogique va être offert à l'apprenant. Il y a un module modèle de l'apprenant qui va chercher à modéliser les connaissances de l'apprenant, à deviner son profil, à deviner son niveau de connaissance et à pouvoir lui envoyer, grâce au module modèle pédagogique, à pouvoir le guider dans son apprentissage. Donc le module modèle du domaine permet en fait au système de pouvoir puiser, permet au modèle pédagogique de puiser dans le contenu de ce que c'est que le domaine pour pouvoir indiquer à l'apprenant ce qu'il doit faire et pour pouvoir aussi deviner son niveau d'apprentissage. Donc en gros, tout d'abord, le système capte les données de l'apprenant à travers ses interactions sur l'interface et grâce à ces données, il va pouvoir modéliser l'apprenant, c'est-à-dire pouvoir offrir un ensemble de services tels que deviner son profil d'apprenant. Le modèle du domaine, en fait, donne une représentation de toutes les connaissances du domaine et des compétences, par exemple. Et le modèle pédagogique permet, par exemple, des services tels que l'évaluation des acquis de l'apprenant, les rétroactions épistémiques, c'est-à-dire de lui donner un feedback sur ce qu'il est en train de faire, soit pour le guider, soit pour l'avertir, soit pour l'évaluer. En live, ou je veux dire en temps réel, ou a posteriori. Et ces éléments-là peuvent être intelligents si ces modules intègrent des paradigmes de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que s'il y a un niveau ou un autre, il y a une possibilité d'apprentissage du programme. Par exemple, à partir de ce que fait l'apprenant, il peut pouvoir déduire, par exemple, en étant programmé pour pouvoir détecter un profil expert, il peut apprendre à détecter différents profils de débutants. Donc, si le programme arrive à apprendre ce type de choses, ou s'il arrive à indiquer à l'apprenant ce qu'il doit apprendre à partir des connaissances d'un expert, ça aussi c'est un paradigme de l'intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre et qui lui permet d'augmenter, d'adapter les services tutoriels qu'il offre à la personne qu'il a en face de lui. Donc, et le modèle du domaine aussi, c'est la base de connaissance du système. Et si le système a cette possibilité, a cette capacité
de pouvoir incrémenter sa base de connaissances, ça veut dire que de pouvoir apprendre au fur et à mesure qu'on l'utilise, c'est aussi par différentes méthodes, hein, c'est aussi un paradigme de l'intelligence artificielle qui permet de dire que ce système tutoriel est intelligent. Alors, en résumé, hein, c'est un résumé, on va dire, vraiment très profane. C'est un logiciel informatique conçu pour simuler le comportement et le guidage d'un enseignant humain. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir avoir un système qui non seulement permet de déterminer les échecs et les succès, mais qui va au-delà en permettant de cibler les causes de ces échecs et les causes de ces succès aussi, c'est pas précisé, et de renvoyer une réponse didactique qui soit adaptée au profil de l'apprenant qui l'utilise. Et donc, on a différents types de IAH autant que de domaines, on a différentes catégories de connaissances, on a des domaines où les connaissances sont facilement modélisables parce que ces domaines-là sont bien définis, tels que les mathématiques par exemple. Il y a des domaines beaucoup moins définis, tels que des domaines impliquant des connaissances multimodales. Par exemple, lorsqu'on prend un sport, les différents sports en général, où il y a à la fois des gestes, des prises d'informations perceptuelles et des connaissances théoriques. Par exemple, si un tennisman fait un backflip, on sait qu'il y a une maîtrise qui passe par un entraînement spécifique et qui implique différents types de connaissances. Il en va de même pour la chirurgie, et je vais y revenir tout à l'heure. En fait, ces connaissances multimodales impliquent dans la modélisation et dans la conception des systèmes tutoriels intelligents, impliquent l'utilisation de différents capteurs. Et pour pouvoir capter par exemple le comportement perceptuel lié aux visualisations, les gestes. Ici on a un bras haptique, Michael Ortega nous parlait tout à l'heure de l'haptique, qui permet de simuler par exemple des outils. Et dans le cas précis, on va y revenir, de l'outil chirurgical. Et de manière très précise, dans la modélisation et dans la conception des systèmes tutoriels intelligents, on se confronte, lorsqu'on est face à des connaissances multimodales, on se confronte à des connaissances qui sont empiriques et souvent tacites. C'est-à-dire que l'expert ne peut pas forcément les expliciter par la voix, de manière déclarative. Donc en gros, c'est des connaissances qui demandent un entraînement pour pouvoir les acquérir. Et en fait, le défi, c'est de pouvoir quand même capturer ces connaissances de manière à les intégrer dans un système tutoriel intelligent. Donc ils sont difficiles à modéliser et à exploiter, mais c'est intéressant de pouvoir les considérer dans leur ensemble. Donc, déjà, cette difficulté posée par la multimodalité de ces connaissances accroît lorsqu'on est face à des domaines mal définis, c'est-à-dire des domaines où il n'y a pas, par exemple, un modèle théorique formel, ou bien des domaines où, par exemple, par rapport à une question, on peut avoir différentes réponses et qui soient contestables. Par exemple, le droit, l'architecture, tous les domaines de conception sont des domaines mal définis. Alors, on ne voit pas très clair ici. Mon cas d'étude, à moi, c'est la chirurgie orthopédique percutanée. C'est un type d'opération chirurgicale où le chirurgien n'a pas une visibilité directe sur les parties anatomiques qu'il opère. Donc, il est guidé tout au long de son opération par des radiographies. Et c'est ici, c'est pourquoi c'est extrêmement, cette partie perceptuelle et les prises d'informations perceptuelles tout au long de l'opération sont extrêmement importantes. Il a à faire cet effort cognitif, cet effort mental qui est de combiner des images 2D. Ici on a une vue point d'entrée de l'outil chirurgical et une vue de progression. Il doit faire la combinaison de ces deux types d'images pour pouvoir se représenter ce qu'il a sous les yeux et pour pouvoir se représenter la progression de son outil dans sa trajectoire vers la zone anatomique ciblée. Ça, c'est la dimension perceptuelle de ce domaine. Et la dimension gestuelle, c'est par exemple la manipulation de l'outil chirurgical, le trocar. Par exemple, ici, on a différents exemples de trajectoires. Ici, c'est une trajectoire du trocar intrapédiculaire. J'ai oublié le terme depuis. Ici, c'est une trajectoire oblique. Il y a différentes trajectoires possibles selon le cas clinique qu'on a en face de soi.
Et selon le chirurgien, il peut y avoir différentes décisions, en fait, ce sur quoi quelle trajectoire adopter. Et c'est ça, la dimension mal définie du domaine. Et la dimension gestuelle, c'est d'amener l'outil de la peau du patient à la zone anatomique ciblée, ici pour pouvoir, par exemple, traiter une fracture d'une vertèbre, pouvoir injecter le ciment médical à l'intérieur qui va traiter cette fracture. Donc, en gros, on a ici ce qu'il convient d'appeler des connaissances perceptivo-gestuelles. C'est des connaissances multimodales qui impliquent des perceptions, des gestes et des connaissances théoriques. Ça a été un concept proposé par Vandal Wango, ma directrice de thèse. Je vais vous dire en quoi est-ce différent de ce qui est proposé dans la littérature. Et l'idée, c'est qu'on considère... Alors, c'est que l'on considère ces domaines-là comme... C'est que l'on puisse capter dans un environnement simulé dédié à ces domaines-là. C'est qu'on puisse utiliser suffisamment de capteurs qui puissent permettre de capter non seulement le comportement, mais aussi les connaissances théoriques, mais de manière groupée. Là, je vais vous présenter le système tutoriel intelligent Teleos, qui est un simulateur d'opération chirurgicale percutanée. Alors, ce simulateur modélise et permet de représenter les principaux artefacts d'une salle d'opération. Ici, on a la vue du modèle 3D qui représente le patient, le trocar qui est l'outil chirurgical. On a les repères cutanés qui permettent au chirurgien de se représenter sur la peau du patient le point d'entrée de son outil. On a les vues de radio qui lui permettent de se guider. Ça, c'est la radio courante et la radio précédente. Et on a ici les différents boutons de déclenchement des radios. Et là, les outils de manipulation des outils, les panneaux de manipulation des outils, tels que le fluoroscope qui est l'outil, le périphérique qui permet de capter les radiographies, qui est ici. Alors, on appelle l'outil de radioscopie, fluoroscope et autres noms. Ils parlent aussi du C entre eux, je vais dire, dans le monde médical. Alors, pour pouvoir capter les différentes modalités qui entrent en jeu au cours d'une simulation de chirurgie orthopédique percutanée, on utilise l'interface du simulateur qui représente en fait, ici, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on a un réel modèle de patient, c'est-à-dire un cas clinique réel. Ce n'est pas un modèle 3D fait comme ça. On a pris des découpes de patients de l'université du CHU de Grenoble qu'on a intégré dans le système et reproduit en 3 dimensions. Et donc, à partir de l'interface, on capte les actions de l'utilisateur. Et l'oculomètre permet de capter son comportement lié aux perceptions visuelles, et le bras haptique lui permet de simuler la progression de l'outil chirurgical jusqu'à la zone anatomique ciblée. C'est-à-dire que selon les tissus traversés et lors de l'impact avec l'os, on ressent presque parfaitement, on va dire presque parfaitement, ce que l'on peut ressentir si on avait utilisé cet outil dans des opérations chirurgicales réelles. Je vais revenir sur le point de modélisation de la visualisation, parce que c'est un point extrêmement important à ce niveau. Vu que c'est en fait cet élément-là qui permet de guider réellement le chirurgien tout au long de l'opération. Et je vais dire en complément des perceptions haptiques ressenties tout au long de la trajectoire de l'outil. Donc en gros, à partir de cette interface-là, la première étape qui est utilisée pour modéliser les éléments de la vertèbre, les points d'intérêt de la vertèbre, on va regarder ici, c'est tout simplement une vertèbre classique. On va dire un dessin qu'on peut trouver sur Wikipédia par exemple. Là on a une découpe 2D d'un patient de cas clinique et l'expert va identifier manuellement les différents points, les petits points rouges qu'on voit ici. Il va les identifier, il va identifier aussi leurs coordonnées. Et ainsi, lorsqu'on reproduit le modèle 3D, on a une projection des différents points d'intérêt sur les radiographies. Et cela nous permet de capter les endroits que l'interne regarde lorsqu'il effectue cette opération. C'est-à-dire, est-ce qu'il regarde les points d'intérêt qu'il faut au moment où il traverse certaines parties de l'opération chirurgicale? Parce que si on met un profane
à jouer avec le simulateur, les endroits qu'on regarde ne sont probablement pas les endroits que regarde l'expert, parce que vu qu'il utilise ces radiographies, ces imageries médicales pour pouvoir se guider, les points d'intérêt qu'il regarde et les zones d'intérêt qu'il regarde sont extrêmement importants. Donc on a les différentes zones d'intérêt de l'interface. Donc il y a la vue 3D, l'outil, les radiographies, les différents outils, les panneaux de manipulation des outils, qui sont représentés en vert ici. Donc lorsqu'il regarde ces zones-là, on le sait, le système les rapporte. Lorsqu'il regarde les points d'intérêt aussi, on le sait. Et on sait quelle autre action il était en train d'effectuer au même moment. Et dans la littérature, ce qu'on observe, c'est que les perceptions sont utilisées en général pour l'analyse de la métacognition, c'est-à-dire par exemple, comment est-ce que l'apprenant utilise les perceptions pour pouvoir organiser son apprentissage, par exemple, ou aussi sont utilisées pour la cognition, pour voir par exemple quels sont les efforts que l'étudiant est en train de faire en analysant son diamètre pupillaire, quels sont les efforts qu'il est en train de mettre en place lorsqu'il passe un examen, tout simplement. Et les gestes sont utilisés comme soutien à l'acquisition d'une habileté motrice, comme par exemple pour la rééducation après un accident, etc. Et ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des études, la grande majorité des études sur les systèmes tutoriels intelligents impliquant des domaines ayant des connaissances perceptives ou gestuelles, le focus est mis sur l'une ou l'autre des modalités. Parce qu'en fait, il est difficile de modéliser ensemble, de pouvoir rejoindre les différentes traces et de pouvoir représenter les différentes facettes d'une connaissance comme un tout cohérent. Donc, pour nous, dans ce travail que j'ai présenté, c'était important, c'était ça qui était demandé, c'est de considérer les connaissances multimodales dans leur ensemble, d'analyser conjointement les modalités impliquées. Alors, Van der Wengo a proposé ce concept, et maintenant, le travail que j'avais à faire, c'était de montrer, de proposer une façon de le faire, et qui n'existe pas dans la littérature. Donc en gros, on est face à ces verrous scientifiques et techniques. C'est d'abord de savoir comment représenter des séquences d'interaction qui sont perceptives ou gestuelles, multimodales, qui impliquent des perceptions des gestes avec des connaissances théoriques. Comment on va prendre en charge la hétérogénéité, parce que ces différents éléments, les différents périphériques utilisés produisent des traces hautement hétérogènes. Comment arriver à trouver une représentation qui soit cohérente et qui rende compte de leur multimodalité. Comment parvenir à exploiter ces séquences et les connaissances perceptives ou gestuelles qu'elles sous-tendent, soit à des fins de learning analytics, on parlait tout à l'heure, Nadine Mandon parlait de learning analytics, d'analyse de données d'apprentissage, ou comment arriver à extraire des éléments de connaissance à partir de ces données-là. Donc en gros, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à analyser ces données pour l'humain, pour le tuteur, pour le professeur, ou comment arriver à extraire des éléments de connaissance qui peuvent être exploités par des machines. Et enfin, quels sont les outils qui sont adaptés, quels sont les outils connus qui sont adaptés pour pouvoir effectuer ces traitements-là de représentation et d'exploitation. Alors, les propositions faites, en gros, doivent prendre en charge des traces qui ressemblent à ça, et de pouvoir les représenter comme un tout cohérent qui puisse être exploité après. On a des traces qui sont hétérogènes à la fois dans leur contenu, au niveau de du format de leur contenu, au niveau de leur format. Ici, on a plusieurs paramètres, on a jusqu'à 54 paramètres pour l'interface, alors qu'on n'en a que 7 paramètres pour l'oculomètre. Par contre, on a 2 fichiers de traces pour l'oculomètre, alors qu'on n'en a que 1 pour le bras haptique et l'interface de simulation. Et on a aussi un problème de granularité temporelle, parce qu'une action n'est enregistrée sur l'interface que lorsqu'une une trace n'est enregistrée sur l'interface que lorsqu'une action est exécutée. Alors que le bras haptique envoie des données en permanence toutes les 200 millisecondes, et l'oculomètre enregistre le comportement en continu. Donc comment arriver à mettre ensemble ces différents éléments? Alors j'ai proposé tout d'abord la notion de séquence perceptive ou gestuelle, c'est-à-dire des séquences qui arrivent à rejoindre d'une certaine façon les actions gestes-perception. Soit ces perceptions arrivent en même temps que les actions, ou à un moment donné, avant ou après ces actions.
et ou geste. Le concept d'action et de geste sont utilisés ici de manière assez particulière parce qu'un geste peut être aussi une action. Mais on considère ici, on fait la distinction ici entre action et geste dans la mesure où le geste implique une habileté motrice. Il peut ressembler une séquence perceptive au gestuelle par rapport et qui réunit les trois éléments, les trois traces enregistrées indépendamment par les différents périphériques. On a ici une action qui est d'impacter le trocar, c'est-à-dire lorsque l'outil chirurgical est amené au contact de la vertèbre. Et on a le geste qui est réalisé avec le trocar en même temps. Ici, on a trois éléments de geste qui sont réalisés simultanément. Donc ces différents éléments au sein des parenthèses sont co-occurrents. Donc on a une translation droite du trocar, une translation antérieure et caudale, c'est-à-dire que tout simplement, le trocar a été enfoncé vers les membres inférieurs du patient en direction du côté droit et vers l'avant. Donc enfoncé en direction du côté droit et avec une orientation vers les membres inférieurs. Et ici, on a les différentes visualisations qui ont été enregistrées au moment où ces actions-là ont été entreprises. Ces actions et gestes ont été exécutés. Je proposais aussi dans le cadre de ce travail de ne pas considérer que les perceptions s'équivalent. Donc en gros, on doit faire la distinction entre les perceptions de contrôle, donc des perceptions qui ciblent des points spécifiques de l'interface lorsqu'une action est exécutée, et en fait des perceptions qui vont surtout cibler des panneaux de configuration. J'ai proposé en outre de considérer les séquences perceptivo-gestuelles enrichies sur la base de l'hypothèse que les états de la simulation doivent être considérés dans le processus d'apprentissage. C'est quoi les états de la simulation? C'est les interactions du système, c'est-à-dire en fait, les réponses du système aux actions de l'apprenant. Les états de la simulation vont être le positionnement ou l'état de tous les objets de l'interface de l'environnement d'apprentissage pendant une session de simulation. Donc ce sera par exemple le positionnement du fluoroscope qui est un élément à prendre en compte. Donc cet état-là du fluoroscope va avoir une influence forcément sur l'exécution de la prochaine action de l'apprenant. Alors, donc en gros, en fait, c'est l'état de la simulation, l'environnement en fait, qu'on est en train de traiter, toutes les positions des différents objets sont prises en compte lorsqu'on prend une décision d'exécuter une action ou un geste. Donc en gros, ce que je propose, jusqu'ici c'était pas fait parce que c'est un ensemble de données numériques qui n'avait pas une grande importance dans l'analyse des connaissances. Donc en gros, c'est d'arriver à donner un sens au positionnement de ces différents outils, de manière à les considérer et à les prendre en compte avec les actions et les gestes et les perceptions de l'apprenant. Je propose aussi de considérer les évaluations effectuées par le système sur les actions de l'apprenant. Ce sont des évaluations qui sont effectuées par le module modèle pédagogique qui vont dire, par le module modèle de l'apprenant qui vont dire que les actions exécutées ont été correctes ou pas. Donc en gros, cet élément-là est aussi considéré comme une réaction du système parce que c'est une réaction qui est adaptée à ce que l'apprenant a fait. On est bien d'accord, si un geste a été bien exécuté ou pas, ce n'est pas une réaction aléatoire. Là, on a un exemple de séquence perceptivo-gestuelle enrichie avec des éléments d'évaluation qui dit que ici par exemple, que le centrage de la vertèbre qui est sur la radio de face est correcte, la visibilité des disques est incorrecte et la visibilité et la symétrie des pédicules par rapport à l'épineuse est incorrecte. On a ici l'état de la simulation qui dit que l'amplificateur positionné dans une configuration de face a une inclinaison vers la tête du patient. Alors, à la question quels sont les outils proposés pour pouvoir effectuer ce type de traitement, c'est-à-dire ramener un ensemble de données brutes enregistrées par différents périphériques qui sont très hétérogènes, quels sont les outils adaptés? J'ai proposé aussi dans le cadre de mes travaux un outil qui prend en charge les traces de leur état brut hétérogène à un état qui leur permet de pouvoir être analysé, donc à un état où on puisse faire du learning analytique dessus, c'est-à-dire des analyses qui sont destinées au tuteur humain, et aussi à extraire des éléments de connaissance qui rendent compte de la multimodalité des interactions qui ont été exécutées. C'est-à-dire de pouvoir extraire des patterns
d'interactions perceptivo-gestuelles qui vont pouvoir être réintégrées éventuellement dans le système ou qui vont pouvoir permettre d'analyser quelles sont les actions les plus exécutées par l'apprenant et quelles sont les actions qui amènent le plus à des succès ou à des échecs. Donc, en gros, ici, je ne vais pas détailler tous les opérateurs. Ici, on a un opérateur de sémantisation qui prend des données numériques sur 3 dimensions et qui va les convertir en dénominations sémantiques selon le domaine. Et ici, j'ai pris tout simplement les dénominations standards utilisées en anatomie. Avec cet opérateur, j'ai pu les convertir toutes ces données numériques en des éléments qui puissent être traités à la fois par l'humain et par la machine. Et la même opération a été faite pour pouvoir traduire les états de la simulation. Et j'ai utilisé un autre opérateur qui permet de générer, de prendre les évaluations faites par le système et de pouvoir dire voici à quelle action, perception et geste ces évaluations du système correspondent. Donc en gros, ce qui en résulte, c'est qu'on a des séquences perceptivo-gestuelles qui représentent de manière globale une connaissance multimodale, qui sous-tend une connaissance multimodale qui représente les différentes facettes des interactions de l'apprenant. J'ai proposé aussi un algorithme pour pouvoir, au final, extraire des connaissances à partir de ces éléments, à partir de la base de séquences perceptivo-gestuelles générées. Mais avec ceci de particulier que, contrairement à ce qui se fait dans la littérature, ce qui est proposé jusqu'à présent dans les autres recherches, je considère la phase dans laquelle les interactions ont été exécutées. C'est-à-dire que si on fait une analyse statistique de la fréquence d'une interaction, si cette interaction est noyée par d'autres, elle sera considérée comme non importante. Alors que si on considère son importance dans la phase dans laquelle elle intervient, elle pourrait être considérée importante si on considère une analyse des interactions dans cette phase spécifique. Or, dans une opération chirurgicale, si on considère les différentes phases, on peut vouloir analyser est-ce que l'apprenant maîtrise les différentes phases de l'opération. Donc c'est important de pouvoir considérer ces interactions-là, de pouvoir considérer leur importance sur la base des phases dans lesquelles elles interviennent. Donc en gros, c'est un algorithme qui est capable de prendre en compte l'hétérogénéité interne des traces. Il y a l'hétérogénéité intersource, le fait qu'on a différents périphériques qui enregistrent de manière indépendante des traces qui sont hétérogènes dans leur contenu, dans leur granularité temporelle et dans leur format. Mais on a aussi l'hétérogénéité interne des traces lorsqu'on considère que même si on a une même source de traces, un exercice ne peut pas être considéré comme un tout cohérent. Il y a différentes phases à prendre en compte et on n'a pas les mêmes interactions selon les phases dans lesquelles on est. Donc, quelques expérimentations sur les propositions. Donc en gros, en résumé, j'ai proposé un modèle de formalisation, un framework qui permet de réifier ce modèle et un algorithme qui permet d'exploiter les données traitées par ces outils. Alors la question, en fait, dans les résultats que je vais vous présenter, c'est tout d'abord est-ce que le modèle permet d'analyser les connaissances perceptivo-gestuelles en respectant leur caractère multimodal? Est-ce que le framework permet vraiment de réifier ce modèle? L'expérimentation conduite, je peux vous présenter éventuellement en détail les résultats. L'expérimentation conduite a permis de voir que les sessions avec les moyennes de visualisation les plus élevées ramènent moins d'erreurs. Et on a pu constater la même chose pour les sessions révélant un comportement qui favorise les perceptions de contrôle par rapport aux perceptions d'exploration. Et l'inversement du comportement lié à ces visualisations influence les performances de l'interne. Donc en gros, on a pu faire une analyse du comportement de l'apprenant en prenant en compte les différentes facettes des connaissances. On ne s'est pas focalisé sur l'un ou l'autre des éléments, mais on a considéré les interactions comme une facette, chaque interaction comme une facette d'un ensemble, et on a pu analyser le comportement et ainsi le rapprochement entre les erreurs des internes et leur comportement lié aux perceptions visuelles. Et donc, en gros, la représentation de séquences perceptivo-visuelles proposées, cette expérimentation a permis de voir qu'elle est cohérente avec le modèle. Et l'analyse des séquences est en adéquation avec leur nature multimodale et on a pu faire le rapprochement entre les perceptions de l'apprenant et ses performances.
la deuxième expérimentation conduite a été de voir est-ce que l'algorithme permet une exploitation fine et pertinente des données générées sur le modèle proposé, parce qu'il y a des algorithmes qui existent déjà pour l'extraction de patterns et de règles d'association entre les différentes interactions de données ternes. Donc en gros, c'est de voir est-ce que ça propose quelque chose de plus. Alors l'expérimentation conduite a montré que niveau performance computationnelle, c'est-à-dire en termes de mémoire et de temps d'exécution, l'algorithme qu'on a évalué face à celui que je propose est meilleur en termes de performance computationnelle. Par contre, en termes de nombre de patterns découverts, Farrell's, l'algorithme que je propose, a été démontré plus performant. Par contre, le nombre de patterns découverts par un algorithme n'est pas un critère de qualité. Donc on a regardé un petit peu plus loin et on a vérifié est-ce que cet algorithme a permis d'analyser de manière plus fine que les algorithmes existants les différentes données qu'on lui a soumises. On a pu constater que l'algorithme que je propose dans ce travail permet d'extraire des règles dans les différentes phases d'une opération, dans les différentes phases des traces de simulation d'opération chirurgicale, alors que l'algorithme, quoique computationnellement plus performant, l'algorithme de l'état de l'art n'a pu identifier que des séquences, que des patterns provenant de la troisième phase de l'opération. Donc en gros, maintenant l'algorithme arrive à extraire des éléments plutôt, des patterns plutôt fins, à analyser de manière plutôt fine les données qu'on lui propose. Maintenant l'intérêt c'est de valider ce que la machine trouve intéressant n'est pas forcément ce que les humains trouveraient intéressant. Donc l'idée c'est de demander maintenant à partir de là aux experts du domaine, est-ce qu'ils trouvent que les patterns extraits par l'algorithme proposé ont un intérêt didactique, peuvent être réutilisés, ont une originalité, c'est-à-dire permettent d'extraire des éléments qui peuvent être potentiellement surprenants, et la pertinence des éléments que j'ai proposés dans la représentation des séquences. C'est-à-dire, est-ce que le fait que j'ai proposé d'intégrer l'état de la simulation et de considérer la différenciation des perceptions visuelles sont pertinentes lorsqu'on considère les patterns extraits. Donc, ensuite, ce qu'il faut évaluer, c'est est-ce que les évaluations des résultats de l'algorithme mettent les experts d'accord. C'est-à-dire est-ce que les résultats se ressemblent. Alors, on a vu que pour l'intérêt didactique, les experts les ont trouvés entre très intéressants au niveau de l'intérêt didactique, très intéressant, entre intéressant et très intéressant, parce qu'ici on a une distribution du nombre de règles pour chaque expert sur une échelle de 1 à 5. Et leur niveau d'accord aussi était très élevé, parce que le minimum d'accord qu'il y avait entre deux experts était de 78%. Donc ici aussi, pour la réutilisabilité, on peut observer la même tendance. La pertinence des perceptions visuelles et la pertinence de l'état de la simulation. Par contre, pour l'originalité, les scores ont été moyens, avec des niveaux d'accord faibles. Par contre, ce que les experts ont révélé par rapport à l'originalité, c'est que les patterns extraits par l'algorithme ne leur apprennent rien. C'est-à-dire, ce n'est pas des connaissances qu'ils n'avaient pas déjà, mais quand même, les éléments révélés par l'algorithme leur ont permis d'expliciter des éléments de connaissance qu'ils n'expliciteraient pas forcément dans une situation d'apprentissage. C'est-à-dire dans une situation, dans un contexte pédagogique. C'est-à-dire ce n'est pas forcément des connaissances qu'ils penseraient à révéler à leurs internes, normalement. En synthèse, cet algorithme permet, Farrell's, proposé dans le cadre de ce travail, permet une fouille plus précise des séquences perceptives gestuelles, une pertinence des informations contenues dans les règles. On a pu observer que les experts étaient d'accord sur la pertinence des informations contenues dans les règles, et qui trouvent globalement intéressant les résultats produits par l'algorithme. Les performances computationnelles sont cependant perfectibles. Alors, ces propositions, tout d'abord, ont été développées dans une optique, dans un souci de généricité. C'est-à-dire que je ne développais pas un outil qui soit adaptable qu'à la chirurgie, mais à des connaissances perceptives gestuelles, des connaissances multimodales. Et pour tester ça, une expérimentation conduite a été de fournir la preuve de concept que ça marche pour un autre domaine impliquant des connaissances multimodales, qui est l'aviation. Donc, et grâce à cette expérimentation, j'ai fourni la preuve de concept qu'on pouvait non seulement représenter les séquences, de pouvoir sémantiser les différents éléments proposés dans le modèle de formalisation des séquences. Donc on a des actions ici, l'état de la simulation
et les éléments d'identification des phases. On a aussi ici des séquences perceptivo-gestuelles et des séquences perceptivo-gestuelles enrichies intégrant les évaluations du système lorsque l'apprenti pilote effectue des manipulations. Et aussi, j'ai démontré que l'algorithme a pu extraire des éléments de connaissance qui rendent compte de la multimodalité de ces connaissances-là, de l'interaction, pour l'aviation. Alors, quelles sont les perspectives? Les perspectives, ça serait de parvenir à utiliser ces outils pour pouvoir modéliser plus facilement des domaines impliquant des connaissances empiriques classiques multimodales. Et donc, avec des fouilles intra-utilisateurs, c'est-à-dire des fouilles de traces produites par un seul utilisateur, on peut modéliser le profil de l'apprenant et ses connaissances en respectant la multimodalité de ces interactions. Et avec une fouille inter-utilisateur, c'est-à-dire des traces enregistrées à partir de sessions de simulation de plusieurs utilisateurs, on peut modéliser le domaine. C'est-à-dire qu'on ne serait plus dépendant de l'explicitation des connaissances du domaine par les experts, mais qu'on pouvait, au fur et à mesure qu'on utilise le système, exploiter ces traces pour pouvoir enrichir la base de connaissances du système d'exploitation, du système tutoriel intelligent. Les autres perspectives envisageables sont des applications à d'autres domaines, c'est-à-dire d'autres domaines impliquant des connaissances perceptivo-gestuelles. Et je dois préciser aussi qu'il n'y a aucune contrainte à utiliser ces outils sur des connaissances multimodales, qui peut le plus, peut le moins. Ils peuvent aussi être utilisés sur des domaines impliquant des connaissances unimodales. Donc, en gros, ce serait de pouvoir les exploiter pour ce type de domaine. Et des applications aussi à d'autres champs de recherche, c'est-à-dire sortir par exemple de données éducationnelles pour pouvoir évaluer des éléments par exemple sur les achats de consommateurs dans un contexte précis, les sentiments des spectateurs par rapport à un film, etc., etc. Il n'y a pas de limite, en fait, du moment qu'on puisse avoir les traces, on peut utiliser ces outils de manière à pouvoir extraire des informations qui peuvent être exploitées par la suite. Ce qui s'applique en fait au domaine du Big Data. Et l'exploitation de des plateformes de mutualisation d'outils et processus de traitement, Nadine vous parlait tout à l'heure dans d'autres axes, l'idée en fait c'est de pouvoir donner ces outils, permettre à ces outils d'être utilisés par d'autres chercheurs, non seulement ces opérateurs, mais les processus utilisés avec ces outils. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, le framework que j'ai proposé intègre différents opérateurs, mais leurs utilisations peuvent être modulées. On n'est pas obligé de les utiliser dans l'ordre où ils ont été présentés. Et contrairement à d'autres processus, on n'est pas obligé non plus de l'utiliser dans sa totalité. On l'utilise pour les besoins des traitements de données et on l'utilise avec les précédences et les successions qui sont pertinentes dans le cadre des traitements de données. Enfin, de ces objectifs de traitement de données. Et l'idée, au final, c'est de pouvoir vulgariser et émuler les différents résultats, les différentes exploitations qu'on peut faire de ces outils-là. Si par exemple on peut les utiliser, l'objectif par exemple c'est de les utiliser sur le modèle que propose l'ESI actuellement de décentralisation de la formation universitaire, d'utiliser ce type d'outils pour pouvoir exploiter les traces produites par les apprenants dans des MOOC. Donc, utiliser ces systèmes-là, mais aussi de permettre, par exemple, si quelqu'un a des données éducationnelles à utiliser, de leur dire, voici un package qui vous permet d'utiliser, de configurer dans la mesure où tel que vous le voulez, selon vos objectifs, de pouvoir les utiliser dans d'autres situations ou des situations similaires. Merci.